Bonjour à tous et merci d'être avec nous. On est ce soir ici même, Bas-Saint-Labo, dans les studios de Canal Austral. En tout cas, pour parler d'un métier, d'une professionnalisation, de quelque chose que tout le monde est obligé un jour ou l'autre de passer par là, c'est la conduite. La conduite d'un automobile. Et pour cela, j'ai avec moi Jacques Dijoux. Comment ça va, monsieur Dijoux? Bonsoir Jean-Claude, je vais très bien. Merci Jacques. Jacques Dijoux. Auto-école. C'est cela. Auto-école. Hein? À Saint-Paul. À Saint-Paul. Hein? Voilà. Alors, dis-moi, dans l'auto-école, donc tout le monde peut passer par là. On peut pas avoir son permis aujourd'hui sans passer par une auto-école. C'est presque un passage obligé, mais il est vrai qu'aujourd'hui, pour être tout à fait objectif... On peut faire de... Parce que moi, je sais que des gens qui passent leur bac en candidat libre, hein, mais est-ce qu'on peut passer son auto-école, sa conduite en candidat libre? Il faut être objectif. Oui. On peut effectivement le passer en candidat libre. Mais il est vrai que quand vous vous adressez à un professionnel, bah, vous avez quand même plus de sens d'être encadré. Oui. Mais oui, le candidat libre est tout à fait possible. Ouais. Est-ce que la conduite accompagnée n'est pas un petit peu aussi un candidat libre aussi, peut-être? Quelque part, oui. Vous avez au départ une formation de 20 heures avec donc le professionnel, et ensuite l'accompagnateur, en général les parents, mais pas forcément les parents, hein, prend le relais. Donc c'est quelque part, allez, on dirait mi-candidat libre. Un mi-candidat libre. Mais 20 heures, ça suffit pour appréhender tous les problèmes de la route, hein? En conduite accompagnée, je dirais oui. Oui. Mais en conduite traditionnelle, c'est pas du tout la même chose. Il faut combien d'heures en conduite traditionnelle pour avoir son permis, hein? C'est très aléatoire. Le minimum et le maximum. Oui, bien sûr. C'est assez aléatoire. J'irais une moyenne, c'est 35-40 heures. Ouais. Maintenant, vous avez des personnes qui s'en sortent avec moins de 35 heures, hein, bien sûr. Et d'autres qui ont besoin malheureusement de 40, 50 et voire même plus. Parce qu'on n'a pas tous le même niveau d'habileté, on n'a pas tous les mêmes capacités de compréhension, on n'a pas tous les mêmes capacités de mémorisation. Et on retrouve d'ailleurs à l'auto-école, ça je tiens à le souligner, les problèmes que l'on retrouve à l'école. Est-ce qu'il y a des gens chez vous, hein, qui viennent encore aujourd'hui et qui ne savent ni lire ni écrire? Mes parents étaient comme ça, hein, d'ailleurs, hein, et donc je connais des gens qui ont passé leur permis et qui n'ont jamais pu écrire ni lire, hein. Lequel est plus compliqué, le code ou la conduite? Alors, on en trouve de moins en moins, c'est vrai, des personnes illettrées, mais on ne peut pas dire que les illettrés sont les moins capables. Ça, c'est un raccourci qu'il ne faut jamais faire. Je vous donnerai même un exemple. Mon père qui n'a pas passé le permis de conduire, qui était un illettré. Pour moi, ce n'était pas quelqu'un d'imbécile. C'était quelqu'un d'intelligent. Faire tout ce qu'il a fait sans savoir lire et écrire, sans avoir été à l'école, je pense qu'il faut bien dissocier le niveau de culture et la capacité intellectuelle de la personne. C'est deux choses complètement différentes. Et vous avez effectivement des gens qui n'ont pas été beaucoup à l'école, mais qui ont cette notion d'habileté et qui ont cette capacité à appréhender de compréhension. Mon père aussi était illettré, il savait ni lire ni écrire, hein, il était marin-pêcheur. C'est la Réunion des années 40-50. Et pourtant, tu le volais pas, hein, ses billets, il savait compter ses billets, il savait compter ses pièces, il savait tout compter, il savait lorsque... C'est une forme d'intelligence. C'est une forme d'intelligence, effectivement. Aujourd'hui, pour passer le code, à mon avis, j'ai l'impression que c'est le code qui est le plus difficile parce que les jeunes qui arrivent, ils apprennent plus le code que la conduite. Ça ne devrait pas. Alors, c'est vrai qu'on nous dit toujours « Ouais, le code est compliqué, la conduite, ça ira mieux. » Moi, je m'inscris en faux. Ah ouais? Ah oui, je m'inscris en faux. La conduite, je dirais... je reviendrai sur la conduite. Le code, en fait, si vous apprenez, c'est de la théorie pure. Il y a beaucoup de pièges aussi, oui, quand même. Oui, il y en a quelques-uns, c'est vrai. Il y a une tournure d'esprit. Ça a été fait exprès pour ennuyer le candidat, quand même. Je ne dirais pas les choses comme ça. Moi, je viens de le repasser aussi il y a quelques temps de ça, parce que j'ai perdu mes points, donc tu es obligé de le repasser. Mais à mon âge, pour repasser le code, c'était un calvaire. Non, moi, je pense que le code, c'est plus une forme de... c'est de l'apprentissage pur et simple. Où t'as appris, où t'as pas appris. Et moi, je dis toujours aux élèves d'ailleurs qui passent le code et qui passent pour la 3e fois, je dis c'est pas normal, il y a un truc qui va pas. Alors je pose la question, je dis t'as pas eu ton code la première fois, c'est parce que tu n'apprends pas ou parce que t'es bête? Et ça les titille. Je dis ah putain, je suis bête. Ah zut alors. Ben non, t'es pas bête, c'est parce que t'as pas appris, c'est tout. Le code c'est différent.
La conduite, c'est différent. Le code, il faut être bête et méchant, il faut apprendre. Faut apprendre. C'est tout. Ou t'as appris ou t'as pas appris. Un panneau, bon ben, soit tu sais ce que ça veut dire ou tu sais pas. Une réglementation, bon ben tu l'apprends. On n'improvise pas là. On n'improvise pas, c'est de l'apprentissage. Voilà, c'est comme l'alphabet. On n'invente pas A c'est A, B c'est B, C c'est C. Voilà, on n'invente rien. La conduite, c'est différent. La conduite, ça fait appel à une capacité de prise d'information, d'analyse d'une situation, d'interprétation des intentions des autres. Et ça change tout le temps, donc ce n'est jamais facile. On arrive à un rond-point, un exemple très concret. Alors l'élève te dit « Ouais, mais des fois tu me dis il faut passer, des fois tu me dis il faut pas. » Ben, je dis « Ben oui, ben, c'est la réalité de la conduite. Ben oui, des fois tu peux, des fois tu peux pas. Donc il faut que tu sois capable d'analyser ça. Et contrairement à ce qu'on imagine, oui, la conduite est plus compliquée, bien sûr. Ah ouais, ça fait arrivé d'avoir des gens, des jeunes ou des moins jeunes qui passent la conduite en plusieurs fois et qui n'arrivent pas, qui à un moment donné baissent les bras, disent oui, bien sûr, plus. Bien sûr. Le problème de la conduite, c'est que la formation du conducteur, je dirais que bon, si on a affaire à un élève qui a une capacité de compréhension et un formateur qui est aussi digne de ce nom, on arrive à obtenir des résultats assez intéressants. Mais là où ça pêche, c'est que quand tu passes l'épreuve de la conduite, tu as un contact direct avec un examinateur. Et une situation de stress. Et te met la pression quelquefois. Même si l'examinateur, même s'il ne le fait pas, mais l'élève le vit comme ça. Et forcément, tu te retrouves avec un élève qui aurait des capacités de réussir. Mais tout est amoindri parce que c'est l'examen, et l'examen, il n'est pas bien, quoi. Et il y a des gens qui sont hyper stressés, qui sont très bien avec toi, quand tu les amènes avec toi, et quand ça arrive le jour de l'examen, ils perdent tout pouvoir et ils n'arrivent pas. C'est vrai. C'est terrible pour nous. C'est terrible pour nous, pour l'élève aussi, bien sûr. Parce qu'on se dit, voilà quelqu'un qui était en mesure de réussir et qui n'a pas du tout reflété son niveau réel. Et pour l'examinateur, c'est frustrant aussi, parce que, bon, je les connais quand même. Tu sais, j'ai pas l'habitude de passer de la pommade dans le dos, moi. Je parle franchement, je dis ce que je pense vraiment. L'examinateur ne se fait pas un plaisir de recaler l'élève. Il le fait parce que la prestation n'a pas été bonne. Et il n'a pas envie de mettre quelqu'un qui a un danger public sur la route. Oui, voilà, aussi, bien sûr. Et on le voit quand le niveau est bon. Je dirais même des fois, ils sont assez cool. Franchement, des fois, ils sont assez cool. D'accord. On va parler plutôt maintenant dans une deuxième partie de ce métier qui est l'auto-école. Alors d'ailleurs, qu'on fait ce métier-là, il y a un nom. Moi, j'appelle ça l'auto-école, mais il y a un nom pour ça. On est quoi, des instructeurs. Alors, on a l'habitude de dire que ce sont des moniteurs. Moniteurs. Moi, je dirais que ce sont des enseignants de la conduite. Et je le dis avec modestie. Je suis aussi formateur d'enseignants de la conduite, donc je sais un petit peu de quoi je parle quand même. Je trouve que c'est un métier qui, malheureusement, n'est pas connu à sa juste valeur. Je le dis avec toute modestie gardée, malgré tout. C'est un métier qui fait appel à un sens relationnel, un peu d'empathie et beaucoup de pédagogie. On ne dit pas à quelqu'un, tourne à droite, tourne à gauche, fin toujours, tu m'intéresses. C'est pas ça le métier. Le métier, c'est vraiment être capable de dire à l'autre quelles sont ses erreurs, quels sont ses problèmes, et comment il doit le surmonter. Et ça demande une vraie formation. Et c'est plus facile avec les jeunes qu'avec les moins jeunes? Ça devrait l'être. Et généralement, c'est plus facile avec les jeunes ou les moins jeunes? Ça dépend vraiment, je dirais, de la capacité de chacun à comprendre les choses. Et aujourd'hui, je suis navré de le dire, je le dis avec beaucoup de tristesse. On a aujourd'hui des jeunes qui, malheureusement, ont beaucoup de mal à comprendre. Et ça, c'est terrible. Je suis effaré de voir l'effondrement du niveau scolaire. Ça, franchement, c'est quelque chose de terrible. On ne s'imagine pas. Nous, on côtoie les jeunes, on les voit à 18-20 ans. Ils ont été à l'école primaire, ils ont fait du secondaire, ils sont passés à plusieurs niveaux. On est censé nous les recevoir à un niveau de compréhension qui leur permettrait d'affronter la conduite sans trop de difficultés. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est vraiment terrible. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment est assez bouleversant. Je dirais même, les gens qui s'imaginent que c'est facile, je les inviterais presque à passer une demi-journée dans un véhicule école. Je te garantis qu'ils changeraient d'avis. À titre d'exemple, j'ai eu en conduite accompagnée
un inspecteur de la police, il y a quelques années déjà, hein, et il me disait, j'avais une vision des auto-écoles qui n'était pas très reluisante, hein, il me le dit. Et avoir vu mon fils conduire et avoir vu comment vous vous y prenez, ben, je me suis rendu compte que c'est pas un métier facile et que c'est un métier qui demande beaucoup d'attention, beaucoup de bienveillance, pour utiliser un mot à la mode. Et il me dit, ma vision a changé vis-à-vis d'auto-école. Et pour moi, c'était assez touchant parce que je me dis quelque part, bon, ben, peut-être qu'on commence à être reconnu, encore une fois, avec beaucoup de modestie, à notre juste valeur. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Comment on devient auto-école? Comment on devient moniteur d'auto-école? Tout à fait. Ben, je peux te le dire, puisque je forme des enseignants. Je peux te le dire. Alors, au départ, aujourd'hui, on demande un niveau bac. Hein. Il y a une trentaine d'années, quand moi j'ai commencé, on ne demandait pas ce niveau-là. Ouais. Mais aujourd'hui, il faut le niveau bac. Ensuite, il faut suivre une formation de 9 à 10 mois. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé, en fait, tout ça. Hein. Il faut globalement montrer qu'on a des capacités à enseigner. Ça, le point, c'est le coefficient 6, hein, capacité d'enseignement. Pédagogie. Et puis, ben, connaître aussi, bien sûr, ben, la réglementation, le droit social, le droit fiscal, etc. En fait, c'est une formation qui est très étoffée, qui est très complète, mais qui n'est pas forcément connue du grand public. Et quand les jeunes viennent se renseigner et qui me disent, voilà, je voudrais faire moniteur d'auto-école, je leur explique le programme. Me dit, bah dis donc, c'est compliqué, je pensais pas que c'était tout ça. Et vous avez du mal à trouver des moniteurs d'auto-école aujourd'hui? De plus en plus, malheureusement. Ouais. De plus il y a un manque ici à La Réunion de moniteurs d'auto-école? C'est un métier en tension. C'est un métier en tension. Pour deux raisons. D'une part, bon, on est 5-6 auto-écoles ici à La Réunion à former des moniteurs. Moi, je peux les citer, hein. Moi, ça me gêne absolument pas. Sûr. Il y a Tabert, Nassibouge, Rochevoireau, Dijoux. Mais ces dernières années, on a un peu stoppé les formations parce qu'ils ont mis en place ce qu'on appelle le titre pro. C'est devenu un dossier hyper compliqué. C'est une arlésienne. J'ai pas peur des mots. Moi, je parle cash. Hein. Du coup, bon, on a un petit peu stoppé les formations et ça s'en ressent. Puisqu'aujourd'hui, il manque cruellement de moniteurs. Premier point. Deuxième point, les moniteurs qui se sont formés, moi, j'en ai formé quand même pas mal, même mes fils d'ailleurs. Ils ont du mal à se mettre dans le métier parce qu'ils se rendent compte que le métier n'est pas facile. C'est un métier qui demande beaucoup de patience, beaucoup de pédagogie. Du coup, vous avez des personnes qui se lancent dans la formation. 2 ou 3 ans après, ils abandonnent. On a vraiment un manque de formateurs aujourd'hui. D'accord. Il faut faire quoi pour ouvrir son propre entreprise d'auto-école? Lorsque tu as ton diplôme... ce qu'on appelle, on appelait ça le BPKZ, c'est un nom un petit peu pompeux. Brevet d'enseignement professionnel à l'enseignement de la conduite, voilà. Aujourd'hui, ça s'appelle le CESR. Bon, bref, tout ça, ce sont des mots un petit peu pompeux. Une fois que tu es moniteur, tu peux t'installer, mais... Il faut avoir exercé un petit peu avant? Pas forcément. Pas forcément? Non, pas forcément. Je précise quand même que si demain tu veux monter une auto-école, Jean-Claude, tu peux. Il suffit que tu emploies des moniteurs diplômés. D'accord. Tu n'as pas besoin, moi, d'être moniteur? Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà, ça c'est une réalité du métier. C'est pas bien, quand même. Si demain je vais être élevé, que je sais pas comment donner à manger à mon cochon, comment je vais faire? Ça se discute, bien sûr, ça se discute. Mais ça me choque pas tant que ça. J'irai à partir du moment où toi, tu as des capacités de gestion, tu as des capacités de tenir une entreprise. Bien sûr. Si tu emploies des moniteurs qui, eux, sont diplômés, ça fait le métier. Ça me choque pas tant que ça. Ça me rappelle un vieux truc qui se passe aujourd'hui avec la Chambre des métiers, par exemple, ou par exemple, si tu veux ouvrir une entreprise et construire des maisons, par exemple, tu peux ouvrir une entreprise, il faut faire 3 jours à la Chambre des métiers, là-bas, faire un stage de gestion, et puis tu ouvres ton entreprise, alors que nous, on a fait des grandes études, on est arrivé là et on a galéré pendant des années pour créer ça. Donc, j'ai mon collègue à côté de moi qui fait le même métier que moi, mais qui n'a aucune expérience dans ce métier-là, alors que nous, on s'est tapé des années d'études après le bac. Et donc, du coup, lorsqu'il y a des sinistres, lorsqu'il y a des problèmes, parce que je suppose que pour ça, il y a les assurances aussi. Le taux d'assurance, il grimpe vite fait, et il grimpe pas à cause de telle ou telle personne, il grimpe par effet de groupe, ce qu'on appelle les paniers, c'est-à-dire que lorsque les assurances montent, et ben, ça monte parce que le secteur est sinistré. Voilà, donc c'est pas très normal que quelqu'un puisse ouvrir son auto-école si lui-même il n'a pas les capacités. Moi, je comprends ce que tu dis. Je comprends parfaitement ce que tu dis. Ça me paraît défendable comme prise de position. Mais en même temps,
mon côté libéral, allez, c'est comme ça. Je suis comme ça. Mon côté libéral me laisse dire, laissez les gens entreprendre. Laissez les gens monter des entreprises. S'ils savent le faire, à partir du moment où... Tiens, je reprends l'exemple que tu disais. Tu es ingénieur en bâtiment, je crois, quelque chose comme ça. Tu as des ouvriers, tu as des gens compétents. Mais je sais faire aussi. Ben oui, d'accord, on est d'accord. C'est quand même mieux quand on sait faire. Moi, c'est pareil. J'ai le même état d'esprit que toi à ce niveau-là. Je me dis... moi, quand je me suis lancé dans l'auto-école, je me suis dit, je ne ferai pas des formations que je ne sais pas faire. Donc aujourd'hui, on fait les permis auto, moto, poids lourd, la formation de moniteur, la récupération de points. Tout ça, je sais le faire. Je me suis formé pour ça. Parce que j'estime que tu es beaucoup plus crédible quand tu sais ce que tu fais. Tu dis pas aux autres, faites-le, mais moi, je sais pas. Bien sûr. C'est pas sérieux. Bien sûr. Bien sûr. Donc, je comprends parfaitement ce que tu dis. Mais c'est vrai que ça me choque pas tellement si toi, tu sais pas le faire, mais tu sais t'entourer de personnes compétentes. Bernard Tapie. Par exemple. Bernard Tapie. Oui. On l'aime ou on l'aime pas. Hein. Oui. Là n'est pas le débat. Oui. Mais c'est quelqu'un qui a su s'entourer, perd son âme. C'est quelqu'un qui a su entreprendre, et je crois que c'est ça qu'on demande aux gens. Aussi. Mais après aussi, il y a le métier. Bref, on va passer on arrive à la fin de l'émission, on va passer à une deuxième partie et dernière partie. C'est vraiment ton métier à toi. Alors, l'auto-école Jacques Dijoux, une auto-école de famille aussi, avec plusieurs personnes qui travaillent. On a Corinne avec nous. Oui, Corinne, mon épouse, qui est avec moi depuis... 1982, on s'est rencontrés en 81 lorsque j'ai créé ma première boîte à Saint-Leu. Ouais. L'année ensuite, tu l'as mis dans l'entreprise. Tu es obligé de travailler avec moi. On s'est rencontrés, on s'est aimés, on s'est mariés. Aujourd'hui, on est toujours ensemble, donc ma foi, ça va, ça se passe bien. Voilà. Et puis, oui, elle a été embarquée dans l'aventure. Et aujourd'hui, voilà, ça fait presque 40 ans que ça dure, cette affaire. Voilà. Alors, en fait, j'ai démarré à Saint-Leu. Je faisais que de la voiture à cette époque-là à Saint-Leu. J'étais tout jeune moniteur, j'avais 24 ans. J'avais bien vu que Saint-Leu, à l'époque, était une petite ville dortoir où on ne pouvait pas se développer. Et comme j'avais un petit peu l'esprit entrepreneurial, j'avais envie d'avancer, j'avais envie d'évoluer, on est parti à Saint-Paul. Et à Saint-Paul, on a monté, donc, on a racheté une petite boîte et on a lancé donc, les permis moto, poids lourd, etc. Et comme je suis quelqu'un, je dirais modestement d'ambitieux, j'ai envie d'avancer dans la vie, quoi. Même si aujourd'hui, mon avenir est un peu dans mon dos. Oh non, pas du tout. Je me suis formé donc, pour faire tout ce que je fais aujourd'hui. Et je voyais que l'entreprise, aujourd'hui, ça va pas mal. On fait tous les permis. On a nos fils qui, aujourd'hui, sont avec nous. J'aimerais bien qu'ils reprennent. S'ils m'entendent. Ils t'entendent, ouais. Voilà, s'ils m'entendent. Ils ne sont pas spécialement branchés, je dois le reconnaître. Mais je respecte. S'ils ont envie de faire, qu'ils viennent, ils sont les bienvenus, ça nous ferait plaisir. S'ils ont envie de passer à autre chose, qu'ils passent à autre chose. C'est pas un problème. D'accord, ok. C'est vraiment pas un problème. Ok, alors, en tout cas, merci beaucoup, monsieur Dijoux. Merci. Jacques Dijoux, auto-école Dijoux à Saint-Paul. Merci Jean-Claude. Merci. Nous, on se retrouve une prochaine fois. Je sais que toi, tu es passionné, qu'on aura sûrement encore l'occasion de parler de ce beau métier qui est le métier de l'apprentissage automobile. Si je peux appeler merci ça de comme m'avoir ça. reçu. Merci beaucoup. Merci. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, toujours sur Canal Austral. Allez, à la semaine prochaine.